amis de TV Liberté, nous filons au cinéma avec Maxime, comme toujours, et Laurent Dandrieux. Ça, c'est exceptionnel et nous en sommes très heureux. Bonjour Laurent, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors, vous avez vu deux films, et moi un troisième, donc nous allons avoir notre panier plein, comme d'habitude. Ce qui nous lie ou Marie-Francine, qui veut commencer? Honneur à Laurent. Honneur à Laurent. Alors oui, je vais donc vous parler du film que je suis le seul de nous trois à avoir vu, oui. Qui sort ce 14 juin, qui est donc le nouveau film de Cédric Klapisch qui s'appelle Ce qui nous lie, et qui est une assez jolie histoire d'une fratrie dans le milieu du vin de Bourgogne. Donc, ce sont deux frères et une sœur, dont le père, qui était l'exploitant de cette propriété viticole, vient de mourir et qui doivent donc prendre la succession. L'un s'était écarté pour fuir un peu la personnalité un peu trop dominante du père, est allé faire du vin en Australie, et il revient pour épauler son frère et sa sœur, et avec des conceptions un peu différentes, et puis évidemment des questions de droit d'héritage à régler. Donc est-ce qu'on va pouvoir garder la propriété? Est-ce qu'il faut la vendre? Est-ce qu'il faut la vendre en partie? Voilà. C'est une histoire qui est assez, qui n'est pas d'une originalité folle, disons-le. Le scénario n'est pas renversant, c'est assez prévisible. On voit bien ce qui se trame et ce qui va se jouer, la façon dont ça va se dénouer. Mais c'est finement présenté. Mais c'est finement présenté, c'est très sympathique, les acteurs sont très, très bons. Il y a Pio Marmaille notamment qui fait le frère qui est parti en Australie, Anna Girardot qui fait la sœur à Poigne. Et puis c'est comme de manière assez prévisible dans un film parlant du vin, mais toujours agréable, et bien c'est aussi l'occasion de faire l'éloge du terroir, du travail bien fait, du temps, donc un bon film bien français. Du temps sans lequel un travail bien fait ne peut pas se faire. Voilà. Donc c'est de la part de Cédric Klapisch en plus, qui est un cinéaste qui nous a plutôt habitués à une vision, je dirais, assez cosmopolite des choses. Ce détour par le terroir bourguignon est plutôt une chose rafraîchissante. C'est pas très long en bouche, mais c'est assez fruité et assez savoureux. Voilà. Très bien, merci. Et vous, Maxime? Alors, dans la catégorie pas très long en bouche, assez fruité et assez savoureux, on peut parler de Marie-Francine. Voilà, Marie-Francine, qui est le nouveau film de, ou en partie de, et avec Valérie Lemercier. Vous savez qu'elle nous en fait un tous les 3-4 ans, grosso modo. Et ici, il est question d'une femme dans la fleur de l'âge, disons, la bonne quarantaine, petite cinquantaine, qui va en quelques jours perdre à la fois son job, son mari, son appartement et se retrouver à vivre chez ses parents. Et donc on voit cette femme qui retourne donc chez ses parents, qui sont des bons bourgeois du 16e arrondissement, si vous voulez, et qui va à la fois être confrontée donc à toutes les petites histoires, si j'ose dire, qu'on peut vivre quand on retourne chez ses parents alors qu'on est âgé, et en même temps qui va connaître un nouvel amour avec Patrick Timsit, dans le rôle du restaurateur portugais, qui lui-même, ayant perdu sa femme, sa femme à lui est partie pour vivre avec une autre femme, époque oblige, il est retourné vivre chez ses parents dans le 16e. Ses parents portugais sont donc, sans aucune caricature, gardiens d'immeuble, et il habite avec son fils et sa mère dans une loge de concierge, et donc tous les deux vont vivre une histoire d'amour nouvellement adolescente qui va, semble-t-il, déboucher sur quelque chose d'assez mignon. Alors, je ne sais pas si Laurent a le même avis que moi. Le film est assez drôle. Enfin, c'est comme d'habitude, c'est du Valérie Lemercier. Donc, c'est mi-satire, mi-nunuche, mi-drôle. Donc, il y a des passages qui sont savoureux. Il y a des passages un peu vulgaires qui, à mon avis, n'apportent rien au film, notamment un concours de paix dans le lit entre le père et son fils qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Ça, c'est le côté caca boudin de Valérie Lemercier, qui est un de
péché pas très mignon, malheureusement. Exactement, et dont elle nous rebat les oreilles dans chacun de ses films. Il y a quelques moments un peu plus amusants, alors, notamment cette espèce de caricature aussi que sont ses parents, qui sont assez sévèrement critiqués, notamment sa mère, donc cette bonne bourgeoise du 16e, dont on comprend qu'en fait elle a une aventure avec le boucher charcutier. Bon, bref, je passe les détails. Et cette Marie-Francine, puisqu'elle s'appelle Marie-Francine, a une sœur jumelle qui s'appelle Marie-Noël, qui est, elle, plus, disons, conforme au canon de ce petit univers, et qui est presque une auto-caricature de Béatrice de Montmirail, telle qu'on avait pu la voir dans Les Visiteurs dans les années 90, en un petit peu moins coincée, c'est-à-dire plus années 2010, mais dans l'intonation, etc. Donc c'est vraiment une caricature, et je pense qu'évidemment... Et on rit. On rit un peu. On rit un peu, c'est un spectacle, disons, gentiment familial. Bon, bah écoutez, moi je n'ai pas eu le courage de me lancer dans Marie-Francine. Par contre, j'ai été... demandons l'avis de Laurent. J'ai quand même le droit de donner mon avis, tout de même. Vous l'avez vu? Je croyais que vous ne l'aviez pas vu. Vu, Génial, génial. Et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Maxime. Oui. C'est un film qui ressemble beaucoup à Valérie Lemercier, c'est-à-dire c'est sympathique. Assez foutraque, très inégal. Il y a des choses très drôles qui sont effectivement plutôt concentrées dans les rapports entre Marie-Francine et ses parents, qui continuent à la considérer, alors qu'elle a 50 ans, continuent à la considérer comme une ado récalcitrante, sans voir du tout la femme qu'elle est devenue. L'histoire d'amour avec Patrick Timsit, j'avoue que je ne l'ai pas trouvée ni très passionnante, ni très originale. Ça, c'est le point faible du film. Voilà, il y a des choses... assez drôle, il y a des choses qui font sourire, il y a pas mal de choses qui tombent à plat aussi. C'est quand même beaucoup plus réussi, disons-le, que le précédent film de Valérie Lemercier qui s'appelait 100% Cachemire, qui était une sorte de ratage absolu. Là, on a un film à moitié réussi. Mais beaucoup moins corrosif et beaucoup moins intéressant qu'un film, par exemple, des années 90, qui était Le Derrière. Voilà. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, effectivement, le talent de caricaturiste de Valérie Lemercier est concentré dans le personnage de la sœur jumelle, qu'elle joue donc elle aussi, mais qui fait de très courtes apparitions. Et avec Marie-Francine, elle s'est donné un personnage un peu passif, un peu effacé, un peu en retrait. C'est la femme qui a pris l'habitude de ne pas s'affirmer, d'être toujours un peu en retrait par rapport à son mari. Et donc, ça ne fait pas quelque chose d'extraordinairement passionnant à incarner pour une actrice aussi fantaisiste que Valérie Lemercier. C'est un choix assez curieux et qui donne un film donc un peu en demi-teinte. Mais plutôt sympathique, effectivement, si on accepte les passages caca-pipi. Oui, il y a quand même des passages assez amusants. Enfin, en fait, cette femme est laborantine, enfin, elle est chercheuse en biologie moléculaire, et ses parents, qui veulent qu'elle retrouve un travail, lui achètent une petite boutique de cigarettes électroniques qui s'appelle Vaporette O. Vaporette O, et on voit cette pauvre Valérie Lemercier, totalement, donc Marie-Francine, totalement déprimée, et ses parents ne comprennent rien à sa vie, rien à ce qu'elle fait, et du coup elle se retrouve à devenir fumeuse, extrêmement fumeuse, donc elle fume dans sa boutique à longueur de journée, avec quelques personnages un petit peu burlesques, mais effectivement c'est pas... Bon, c'est bien. Qu'Anne a très envie de nous parler de Louis-André Salomé. Non, c'est ce que je pensais, parce que si vous voulez, c'est quand même pour moi, à mon avis, une perte de temps. Et vous savez bien que le temps, c'est précieux. Eh bien, moi, je suis allée voir une héroïne assez étonnante, qui me fascine depuis très longtemps. C'est Lou Andrea Salomé, qui est donc une intellectuelle allemande qui vivait à Saint-Pétersbourg, qui est morte en 1933, donc à cheval sur le siècle. Et qui a eu cette chance extraordinaire de connaître, excusez du peu, Nietzsche, Rilke et Freud. Elle les a connus assez intimement. Alors nous allons arriver au nœud du problème. En fait, elle n'en a connu qu'un intimement, parce que c'était une féministe avant l'heure. Une des premières féministes. Alors, il faut quand même bien dire et planter le décor, parce que je ne passe pas pour une féministe forcenée, j'ai quand même écrit « Cessez de nous libérer ». Mais cette femme est la dernière d'une fratrie de 5 garçons. Sa maman ne l'aime pas du tout, elle aurait aimé un 6e petit garçon. Par contre, son papa l'adore.
Et donc cette petite fille soumet complètement le père, ce qui est déjà un mauvais départ. En plus de ça, cette petite fille a l'interdiction, comme c'est dans ce temps-là, vous le savez, l'interdiction de grimper aux arbres. Et on lui met des petits souliers, des petites ballerines délicieuses, mais qui la font tomber des arbres. Elle veut grimper dans les arbres comme ses frères, elle ne peut pas. Donc elle en conçoit une rage profonde, parce qu'elle veut faire tout comme ses grands frères. Et elle a raison. Donc, en plus de ça, ce père, bien, tant aimé, meurt quand elle a 14 ans. Et elle a la nuque raide et elle étudie, elle est surdouée. Elle va en bibliothèque, parce qu'elle n'a pas le droit de faire des études. Les femmes ne font pas d'études, je vous le rappelle, à ce temps-là. Elle va dans les bibliothèques et elle avale Kant et Spinoza comme si c'était la comtesse de Ségur. Dernier problème, le pédagogue qui est chargé d'elle, à la maison donc, lui saute au visage et à la bouche parce qu'il est devenu complètement fou amoureux d'elle et donc il l'agresse physiquement. Elle se débat, elle s'en sort, mais enfin, elle estime que c'en est terminé avec l'agression des hommes et que jamais elle ne se fera mettre la main dessus, si je puis dire. Et elle trouve par ailleurs que la maternité est extrêmement encombrante et qu'un homme la conduirait à la soumission totale et que c'est pas son genre. Donc, elle fonce dans les études et elle va rencontrer des hommes qui vont devenir fous amoureux d'elle parce qu'elle est jolie, elle est extrêmement attirante et elle leur tient la dragée haute de façon assez sinistre parce qu'elle les rend très malheureux jusqu'à ce qu'elle succombe à Rilke et il y a un été magnifique qui est, je crois, l'été 1887. Et alors, le film est très joli parce qu'il est, comme l'Anglaise et le Duc, tourné sur un décor de vieilles vues des grandes villes dans lesquelles elle séjourne, c'est-à-dire Berlin, Saint-Pétersbourg, Berlin, Rome. Et on la voit marcher. Donc les personnages sont incrustés sur ces gravures voilà, d'époque. Exactement. Comme effectivement dans le film d'Éric Rohmer. Comme dans le film d'Éric Rohmer. Ça, c'est déjà très joli. Par ailleurs, Lou Andrea Salomé est représenté par 3 ou 4 personnes. La petite fille, l'adolescente, la femme mûre et la vieille dame. Et c'est la vieille dame qui raconte. Et cette dernière vieille dame est très belle et souriante et on a l'impression qu'elle a vaincu tous ses démons, elle est devenue maternelle, elle est devenue généreuse, ce qu'elle n'était pas. Elle a compris que le monde des idées c'était bien, mais que le monde de la vie réelle c'était important aussi. Et j'avoue que on passe un très très joli moment et la dernière réplique plutôt, c'est si tu veux une vie, vole-la. C'est quand même une jolie leçon d'énergie, sans évidemment adhérer à toutes ces thèses féministes, mais qui s'explique encore une fois par ces interdictions multiples et variées qui étaient imposées aux petites filles. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, d'une Italienne qui s'appelle Du côté des petites filles et qui raconte que dans les campagnes italiennes, quand une petite fille naissait, on renversait un broc d'eau à l'intérieur de la maison. Et quand un garçon naissait, le même broc d'eau était versé à l'extérieur. Ce qui signifiait que le destin de la petite fille était à l'intérieur de la maison et celui du garçon à l'extérieur. Donc on conçoit qu'il y ait eu quelques réactions violentes. Mais c'est au-delà de ce problème d'émancipation, c'est l'histoire d'un destin de femme. C'est très élégant. Ce n'est pas du tout caricatural, c'est allusif et je vous invite à aller le voir.
Et j'aimerais beaucoup votre avis, Laurent Dandrieux. Très bien, je Alors, ne manquerai pas. Et puis je rappelle la rébellion cachée donc sur la révolte vendéenne. Alors, moi j'avais un autre film. Et vous aussi. l'avez vu? Je l'ai vu. Et alors je vais votre vous donner avis? mon avis Oui. sur ce film. Alors pour moi, ça n'est pas un film, c'est un documentaire. Oui. D'abord, il faut quand même lever. C'est un docu-fiction. C'est un docu-fiction. Il y a une partie fiction, une partie oui, historique. Qui s'entremêlent. Oui. Alors évidemment, l'histoire est tout à fait intéressante parce que elle aborde un sujet qui est trop souvent occulté dans l'histoire française et elle l'aborde d'une façon historiquement structurée et intelligente, ce qui en soi mérite de voir le film. Après, moi qui suis historien, je dois dire que toute la partie fiction pour moi est de trop et même un petit peu longuette. Voilà. Oui, mais vous êtes historien. Voilà. La majorité des gens ne le sont pas. Je brosse le portrait. Oui. Donc, en revanche, je pense que pour un plus grand public, et notamment pour un jeune public, c'est un bon support. Il y a quand même 2 ou 3 choses qui, à mon sens, sont un petit peu en trop, et en particulier une série d'allusions à la révolution soviétique qui arrive en fait assez tôt dans le film. C'est-à-dire que j'aurais pu concevoir que ce soit en ouverture, en fin C'est ce du que film. Courtois le dit. Voilà, et ça arrive très tôt. Oui, mais c'est extrêmement important et ça n'est jamais dit. Ça n'est jamais dit dans les écoles. J'aurais préféré que ce soit dit en fin parce que le dialogue est à peu près permanent en fait avec la révolution russe et je trouve que c'est un petit peu trop. Et du coup, on élude un peu des questions de fond en fait des guerres de Vendée qui sont expliquées pour moi ou balayées d'une façon un petit peu rapide et parfois un tout petit peu caricaturale et notamment qui ne tiennent pas forcément compte du fait qu'il y a des disparités de traitement entre les différentes zones de Vendée qui sont tout à fait importantes. Alors il y a un point qui est lui en revanche passionnant, c'est le fait qu'on s'intéresse beaucoup au massacre, en particulier de toute une série de petits-enfants, il y en a une centaine ou 200, qui sont nommément cités à la fin du film, et ça c'est très touchant. Et néanmoins, j'aurais préféré peut-être qu'on consacre un peu plus de temps à cet épisode-là en essayant d'en expliquer mieux les ressorts. Et je trouve qu'en définitive, on part clairement du livre de Reynald Secher. Donc c'est vraiment, si on a lu le livre de Reynald Secher, on a compris l'intégralité du film. J'ai trouvé ça bon. Pour moi, il manque très clairement quelque chose pour que ce soit inattaquable d'un point de vue historique. Mais c'est une bonne entrée en matière, peut-être pour des familles. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut acheter le DVD, Livres en famille. Exactement. Et c'est l'exercice obligatoire du week-end prochain. Ou des vacances. Ou des vacances, absolument. Alors j'ai vu un dernier film qui s'appelle Conspiracy, c'est-à-dire Conspiration, qui est le film dont on voit l'affiche partout dans le métropolitain. Oui. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une surprise, une espionne de la CIA à Londres. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'elle est, si j'ose dire, en sommeil, c'est-à-dire qu'elle fait semblant d'être assistante sociale pour détecter les candidats terroristes qu'il va falloir surveiller. Et puis un jour survient un type que les Américains arrivent à coffrer et cette fille va être réquisitionnée par la CIA pour l'interroger et elle va se retrouver prise au milieu d'une conspiration. Alors, sans entrer dans le détail de l'histoire, mais pour vous brosser à grands traits la chose, on s'aperçoit qu'en fait, elle est la victime expiatoire de méchants de la CIA qui en fait veulent soutenir ces terroristes pour que les États-Unis prennent conscience du risque, notamment des attaques bactériologiques et chimiques, de façon à engendrer une réponse politique beaucoup plus agressive vis-à-vis de ces terroristes. Et donc c'est évidemment le mentor de cette fille qui est le grand méchant, qui est joué par Michael Douglas. Il faut dire que depuis les années 90, il décline beaucoup. Alors peut-être a-t-il besoin de se payer une nouvelle maison, un nouveau divorce ou de nouvelles dents, je ne sais pas, mais en tout cas, il décline. Cela dit, il est assez bon dans le rôle du méchant. C'est un rôle qui lui colle à la peau. Alors, en définitive, je dois dire que c'est un spectacle assez classique. L'héroïne, elle est prise. Bon, mais oui ou non, il faut y aller. Pourquoi pas? Oui. On peut. Si on aime ce genre de truc, d'accord. Le scénario est un peu téléphoné quand même, c'est-à-dire qu'il y a des choses un petit peu lourdingues, notamment on suit un imam qui est censé donner des conseils aux terroristes, puis en fait on s'aperçoit qu'il est là pour plutôt atténuer les terroristes parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Il y a des choses un peu nunuches. D'accord. D'accord, très bien. Alors, en résumé, ce qui nous lie, il nous est conseillé par Laurent, Marie-Francine... avec des réserves, sympathiques. Et ce qui est
tout à fait conseillé par ma petite pomme. C'est Lou Andreas Salomé, qui rappelle l'autre film que nous avions parlé, qui était Paula. Absolument. Le film de la femme peintre que vous aviez aimé. Eh bien, c'est la même situation, le même désir d'émancipation. Voilà. Donc, Lou Andreas Salomé et La Rébellion cachée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique. Bonjour, nous avons la joie de recevoir pour cette rubrique livre notre ami Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Laurent a écrit, vous le savez puisque nous l'avons beaucoup reçu, de très beaux livres sur Woody Allen, un dictionnaire passionné du cinéma que je conseille à tous d'avoir dans sa bibliothèque. Une petite vie de Fra Angelico magnifique, La Compagnie des Anges. Et puis, un autre très joli petit livre, Le Roi et l'Architecte, les rapports de Louis XIV avec le Bernin. Et enfin, Les Peintres de l'Invisible. Vous avez choisi un certain nombre de peintres dont la spiritualité était parfaitement exprimée dans leur peinture. Et là, Laurent Dandrieux, vous écrivez un livre, Église et immigration, le grand malaise, aux presses de la Renaissance, sous-titre Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Ça sonne comme un coup de tocsin. Oui, c'est un coup de tocsin, ça se veut aussi un signe d'espérance. J'ai voulu dire à la fois que les positions de l'Église sur le sujet de l'immigration, depuis un certain nombre de décennies malheureusement, sont problématiques et conduisent à la fois l'Europe dans le mur, mais aussi malheureusement l'Église catholique en Europe dans le mur également. Mais j'ai voulu dire aussi qu'un autre discours catholique était possible, que ce discours n'était pas fatal, qu'il y avait un moyen, qu'il y avait dans la doctrine catholique, en fait, tous les éléments à disposition pour rééquilibrer ce discours et notamment pour prendre en compte les intérêts aussi des peuples européens. Et donc, voilà, c'est un appel, c'est une analyse critique des positions de l'Église sur l'immigration, mais c'est aussi un appel à corriger ces positions, sachant qu'effectivement, l'Église a tous les éléments à sa disposition pour le faire. Elle devrait avoir tous les éléments, en effet, puisque vous nous présentez une Église qui, en fait, c'est depuis des décennies et depuis un certain nombre de papes, sont déjà enclins à faire ce choix de l'accueil sans discernement et de l'accueil tout azimut et de l'accueil en grand nombre qui pose quelques problèmes que nous voyons tous les jours. Oui, ce qui est très frappant quand on étudie les textes... les encycliques et tout ça. Les encycliques, les messages annuels publiés par les papes sur la question. Il y a énormément de textes qui ont été produits depuis la fin des années 40 sur ces sujets-là. Et ce qui est très frappant, c'est de constater que, en fait, ils sont tous rédigés du point de vue des migrants. C'est-à-dire que les positions de l'Église sur l'immigration sont en fait des positions de l'Église sur les migrants. Et les populations des pays d'accueil, et notamment des sociétés européennes, sont complètement passés sous silence, condamnés à faire dans cette histoire qui pourtant les concerne au premier chef, comme de la figuration. Et donc, en fait, là où on attendrait un discours équilibré, qu'on retrouve d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, mais dans les messages publiés, dans les encycliques et dans les exhortations publiées sur ces textes, sur cette question particulière de l'immigration par l'Église, là où on attendrait un discours équilibré, eh bien en fait on a des prises de position exclusivement en faveur des migrants, en faveur des intérêts des migrants et pas du tout des populations d'accueil. Donc il y a un déséquilibre majeur qui a des conséquences très grave parce que ça contribue finalement à cette absence d'esprit de résistance des peuples européens vis-à-vis de l'invasion migratoire. Je cite dans ma conclusion une phrase du philosophe Pierre Manant qui m'a beaucoup frappé,
où il se dit stupéfié par ce qui ressemble étrangement à un consentement des Européens à leur propre disparition. Et pire encore, dit-il, pire encore, ils ont l'air d'interpréter ce consentement à leur propre disparition comme une preuve de leur supériorité morale. Et je crois que malheureusement, les positions de l'Église sur l'immigration sont absolument typiques de ce mécanisme intellectuel qui, pour moi, est une perversion de l'esprit. C'est-à-dire, on accepte de se suicider au profit, soi-disant, de vertus supérieures qui serait la charité, qui serait commandée par la charité, et on interprète ça comme une preuve de notre grandeur d'âme, alors que c'est tout simplement une folie, parce qu'il est évident que une absence de vitalité, en tout cas. La doctrine catholique ne préconise à aucun peuple d'organiser sa propre disparition, et bien au contraire, dans la doctrine traditionnelle de l'Église, les droits des nations sont parfaitement reconnus, la valeur spirituelle des nations est parfaitement reconnue, et donc les droits des peuples à assurer leur propre avenir et leur propre identité, et à protéger leur propre identité, sont évidemment valorisés dans le discours catholique. Sauf que depuis 60 ans, il y a cette question de l'immigration qui est venue complètement bouleverser les équilibres. Alors quand vous dites doctrine traditionnelle, j'ai envie de supprimer le traditionnel, parce qu'il y a une doctrine. Elle n'est pas ancienne, moderne, contemporaine. Il y a une doctrine. Je suis bien d'accord. Et quand vous mettez traditionnel, immédiatement, on attire les ourvaris des progressistes, des gens qui sont en marche, n'est-ce pas, vers un monde meilleur. Donc il y a une doctrine. Point barre. Je suis d'accord, mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a actuellement dans le discours catholique, notamment par exemple, une conception de la charité qui se présente comme étant l'émanation de la doctrine catholique, mais qui est en fait en contradiction totale avec la définition de la charité, avec Saint Paul, avec Saint Augustin, et Saint Thomas d'Aquin. Alors développer ces trois mais effectivement, positions. Dans la théologie catholique, traditionnellement, Saint Paul dit « fais du bien, et fais du bien en priorité à tes frères dans la foi ». Et Saint Augustin, repris par Saint Thomas, au-delà de cette question des frères dans la foi, dit que quand on ne peut pas rendre service à tout le monde, eh bien, il y a des priorités qui s'exercent dans l'ordre de la charité, et que les priorités vont à ceux à qui l'on est lié par des liens naturels, c'est-à-dire soit les liens du sang, soit les liens de la citoyenneté. Et donc, effectivement, la charité est due, en bonne doctrine catholique, prioritairement à ses concitoyens par rapport aux étrangers. Or, aujourd'hui, on voit très bien que pour un certain nombre de responsables catholiques, quand ils parlent de l'amour du prochain, en fait, pour eux, le mot est devenu synonyme d'étranger. Le prochain, c'est celui qui est loin. Le voisin, et du coup, effectivement, on a un discours extrêmement pressant sur le fait que nous aurions des devoirs vis-à-vis des souffrances des immigrés, mais on passe complètement sous silence, par exemple, le fait que... Les familles françaises dans le besoin. Qu'il y a 15% des gens en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ou qu'il y a 6 millions de chômeurs ou plus dans notre pays. Et malgré cela, on nous explique que nous sommes un pays riche, qui n'a aucune espèce de problème économique et qui est en mesure d'accueillir très largement tous les migrants qui se présentent. Donc on est dans un déni de réalité et dans un déni de charité. Ouais. En plus de ça, on est dans le mensonge total, puisque cet accueil est impossible. On ne peut pas loger, on ne peut pas nourrir, on ne peut pas soigner. C'est 3 millions de gens qui sont arrivés en Europe. Les économies, les pays ne sont pas armés, pas assez riches, pas assez... Mais ça n'est pas seulement une question de prospérité, c'est aussi une question d'identité. C'est-à-dire qu'on voit bien que non seulement les processus économiques, mais aussi les processus culturels font que l'intégration sereine et pacifique des générations d'immigrés précédentes
est en panne. Et donc ça paraît complètement dément de vouloir rajouter à ce système qui est en panne des centaines de milliers de nouveaux arrivants, alors qu'on n'a pas trouvé les moyens d'intégrer harmonieusement les générations précédentes. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est totalement passé sous silence par le discours dominant dans l'Église catholique, qui nous explique qu'il suffit de, j'allais dire, mettre un peu davantage la gomme sur l'intégration et que tout va bien se passer. Mais le problème, c'est qu'on ne dit pas du tout comment faire. Ça, c'est débrouillez-vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème chez nos élites ecclésiastiques de vouloir traiter l'islam comme si c'était le catholicisme, d'identification de l'islam au catholicisme, alors que ce n'est pas du tout pareil? Est-ce que ce n'est pas une conséquence de cet œcuménisme qui... Je pense que c'est la conséquence de deux choses. La première chose, c'est la confusion entre l'ordre de la charité et l'ordre de la politique. On voit très bien dans le discours catholique qu'il y a une confusion permanente entre ces deux ordres, et notamment quand on cite comme un mantra la phrase du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », on voit très bien que c'est utilisé indifféremment et souvent dans la même phrase, à la fois pour nous demander de traiter avec dignité l'étranger que nous croisons sur notre route, ce qui là est tout à fait normal dans l'ordre de la charité, tout à fait évident et ne pose de problème à personne, mais c'est utilisé aussi pour prôner une politique d'ouverture des frontières maximale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est la volonté d'un certain nombre de groupes de pression qui n'ont pas des intentions honnêtes. Vis-à-vis de l'islam, ça a une conséquence très pratique, parce que, effectivement, dans l'ordre de la charité, si sur ma route je croise quelqu'un qui a faim, et que j'ai les moyens de lui donner à manger, je n'ai pas à me poser la question de savoir s'il est juif, musulman, chrétien ou bouddhiste. Je dois l'aider, je dois le nourrir. Mais dans l'ordre de la politique, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que accepter indifféremment les immigrés venant de sphères catholiques ou chrétiennes ou venant de sphères musulmanes, eh bien, il est évident que ça a des conséquences tout à fait différentes sur la société du pays d'accueil. Et donc, au nom de ce principe de charité, d'indifférenciation qu'on applique de manière fausse aux politiques migratoires, eh bien, on prête la main à quelque chose de gravissime, qui est l'islamisation du continent européen. Donc oui, même en tant que catholiques, nous devrions avoir le devoir de protéger, nous devons avoir le devoir de protéger l'Europe de l'islamisation, et donc nous devons effectivement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour freiner au maximum l'arrivée de migrants de confession musulmane. Est-ce que cette méconnaissance du sens du djihad, du sens de la guerre sainte, alors je sais, on dit que le djihad a deux sens, le sens de la guerre intérieure contre soi-même, mais il y a aussi le sens de l'invasion, de la victoire militaire. Il y a quand même l'un des imams qui a dit avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. C'est clair, net et précis. Sans parler de tous ces actes horribles qui se multiplient, que ce soit chez nous ou que ce soit en Égypte. J'avoue que moi, le nombre de Coptes assassinés me fait énormément souffrir. Comment se fait-il que, malgré ces avertissements, dans les faits, malgré les avertissements des prêtres du Moyen-Orient, qui disent « Attention, vous allez connaître ce que nous vivons. Attention !» Rien, ça ne pénètre pas dans leur cervelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement, je parlais d'une double confusion. La deuxième confusion, c'est une erreur d'analyse sur la nature même de l'islam. Cette erreur d'analyse, elle est à moitié volontaire dans la mesure où l'Église s'est lancée depuis les années 60 dans un processus de ce qu'on appelle de dialogue interreligieux, donc notamment avec les musulmans, qui a pour but de remplacer l'affrontement, effectivement, par le dialogue. Intention louable en soi, mais le problème, c'est qu'effectivement, la façon dont ça s'est engagé, dont ce dialogue a été mené, a conduit à finalement entretenir ce qu'on appelle ce que certains spécialistes appellent un dialogue de salon, c'est-à-dire un dialogue pour le dialogue, où le but est avant tout
de ne pas fâcher l'interlocuteur et de rester en bons termes quoi qu'il arrive. Et donc pour rester en bons termes quoi qu'il arrive, ça veut dire fermer les yeux sur un certain nombre de sujets qui fâchent, notamment le problème du rapport de l'islam avec la violence ou le problème du rapport de l'islam avec l'inégalité des sexes. Voilà. Ce sont des choses qui ne sont malheureusement pas abordées, ou très peu, dans ce dialogue. Donc, à force de ne pas aborder ces questions, on finit par ne plus les voir. Et puis, par ailleurs, je pense que l'Église catholique s'est un peu laissée contaminer par un certain discours sociologique moderne sur le phénomène religieux et sur le fait qu'il y aurait un phénomène religieux qui serait de nature unique et qui s'incarnerait de façon diverse dans les religions. Mais les religions seraient finalement toutes des manifestations, certes un petit peu différentes, mais pas tant que ça, de la même aspiration à l'union avec Dieu. Et donc finalement, c'est déjà le début du suicide. On finit par regarder l'islam avec des lunettes déformante qui le transforme en un christianisme un peu différent. Et donc on ne voit pas un certain nombre de phénomènes fondamentaux, dont effectivement le phénomène de sa dimension de conquête mondiale. C'est-à-dire que la nature profonde de l'islam et le devoir donc de tout musulman est d'opérer, de viser à la domination mondiale. L'islam doit régner sur toutes les nations et sur toutes les terres. Et donc malheureusement, la hiérarchie catholique, souvent, soit par aveuglement volontaire pour entretenir le dialogue, soit par aveuglement intellectuel, est complètement a fait l'impasse en fait sur ces dimensions de l'islam, et donc ne voit pas ou ne veut pas voir la menace que représente l'arrivée massive d'immigrés musulmans sur le sol européen. Et malheureusement, cet aveuglement contribue, je le crains, à saper terriblement l'esprit de résistance des peuples européens à cette islamisation galopante. Parce que, évidemment, quand vous avez des élites qui vous répètent à longueur de journée, et notamment ces élites que constitue la hiérarchie catholique, qui sont quand même extraordinairement respectées, y compris dans les sociétés laïcisées, et bien quand ces élites vous répètent à longueur de journée que c'est très mal de se méfier de l'islam, qui est une religion de paix et de concorde, et bien ça finit par avoir un effet culpabilisant sur les citoyens qui seraient tentés justement de se méfier de l'islam à quelques justes raisons. Évidemment. Est-ce que le discours religieux n'est pas aussi victime du discours politique ambiant sur la nécessaire liquidité des populations qui doivent commencer un périple tout autour de la Terre, plus de frontières, plus de nations, vous pouvez vous installer où vous voulez, alors que la réalité, ça reste quand même le psaume 137, au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Ce psaume des Juifs qui pleurent et des Juifs exilés qui pleurent, ça reste quand même l'explication de la souffrance des gens qui sont déplacés. Alors, pourquoi mentir en disant le déplacement c'est fantastique, vous allez quitter vos terres, vos familles, les tombes de vos ancêtres et vous serez très bien. C'est archi faux, c'est un mensonge sur toute la ligne. Je pense que Chesterton disait une des caractéristiques de l'époque moderne, c'est qu'un certain nombre de vertus chrétiennes étaient devenues folles. Et je pense qu'effectivement l'universalisme chrétien est devenu, dans certains secteurs de l'Église, est devenu fou en devenant une version badigeonnée de christianisme de l'idéologie mondialiste. Et on voit ça très bien sur ces questions de l'immigration. On voit très bien le basculement dans les années 60, sous le pontificat de Jean XXIII. Jean XXIII, c'était un peu le pape de la mondialisation heureuse. Il était persuadé que la mondialisation était un signe des temps et le signe que l'humanité, enfin, marchait vers ce qu'il appelait l'unité de la famille humaine. L'unité de la famille humaine, c'était une grande obsession. Et donc, il voyait dans
les phénomènes migratoires et leur évidente accélération, eh bien, il y voyait un moyen d'accéder à cette unité du genre humain. Et donc, on voit très bien que dans le discours des papes, à partir de cette époque-là, et jusqu'à aujourd'hui, l'immigration, enfin les migrations, les phénomènes migratoires sont presque canonisés, prennent une valeur quasi messianique, comme effectivement un instrument de cette marche de l'humanité vers son unité, et donc finalement comme une forme d'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est exprimé de façon très très frappante, sous la plume d'un pape de qui on est un peu surpris d'entendre de telles formules. C'est Benoît XVI qui un jour a écrit qu'il fallait voir dans la mondialisation et qu'il fallait voir donc aussi dans les phénomènes migratoires, eh bien, la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu, ce qui va quand même très 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 loin. Alors effectivement, le catéchisme de l'Église catholique, par ailleurs, vous explique que dans le deuxième paragraphe qu'il consacre à cette question, le premier paragraphe, c'est le droit à migrer quand on n'a plus chez soi les conditions de sa subsistance. Et le droit de rester. Et le deuxième paragraphe, c'est le droit des États à réguler ces flux migratoires s'ils estiment qu'ils deviennent insupportables. Mais ce droit, il apparaît quand même singulièrement limité quand, par ailleurs, on vous explique que les migrations, eh bien, c'est la cité sans frontières de Dieu. Ça confère au phénomène un poids, une dignité morale telle que lui résister devient malheureusement extraordinairement difficile, voire coupable. Et puis, ça pourrait être notre conclusion. Il faut rappeler que l'Église, pendant 20 siècles, est allée au-devant des populations. Elle a été en mission, elle a envoyé ses prêtres qui n'ont absolument pas répandu le vieil Occident. Ils ont le nombre de prêtres qui ont créé des dictionnaires des langues des pays dans lesquels ils étaient. C'était tout à fait remarquable. Donc, est-ce que c'est pas là l'inverse de ce que toujours fait l'Église ? En tout cas, il y a une rupture très nette. C'est-à-dire qu'effectivement, le grand miracle un des grands miracles du christianisme en 2000 ans d'histoire, c'est d'avoir su toujours concilier l'universalisme qui lui est constitutif, c'est-à-dire l'appel à la fraternité universelle, oui, et le respect et la valorisation des cultures particulières, qui fait que le catholicisme, en conquérant de nouveaux peuples et de nouveaux territoires, c'est toujours inculturé dans les cultures des peuples en question et les a toujours christianisés, mais valorisés et défendus. Et donc, on était dans cette situation jusqu'à récemment où on avait à la fois un appel à la fraternité universelle, mais en même temps une défense et illustration des droits des peuples à défendre leur culture, leur identité. Et malheureusement, l'équilibre s'est rompu aujourd'hui et je crains qu'une grande partie de l'Église ait basculé du côté d'un universalisme béat qui n'a plus du tout de contrepartie et qui nie les droits des peuples, en fait. Oui, la protection de toutes les cultures, sauf la nôtre. C'est pour ça que je dis que cette position n'est pas seulement un problème pour l'Europe, c'est un problème aussi pour l'Église, parce que l'Église qui aurait vocation à réévangéliser les peuples européens, oui, dans le même temps, passe ces journées à expliquer à ces mêmes peuples européens que leur souci de défendre leur avenir, leur identité, leur culture, leur existence même, ce souci n'est pas légitime et doit céder, doit plier devant l'accueil inconditionnel de l'autre. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça qu'on va réévangéliser l'Europe. En tout cas, votre livre est extrêmement clair et instructif, et je trouve redynamise bien, parce qu'en fait, il faut qu'on soit des catholiques, j'ai envie de dire, missionnaires et fiers de l'être. Et quand on est fier de soi, et fier de son Église, parce qu'il ne s'agit pas d'être fier de sa petite personne, mais fier de son Église, ça change un peu le regard des autres et vous prêchez même la contradiction, carrément in situ, chacun dans sa paroisse. Voilà, je pense qu'effectivement, il est temps que les catholiques prennent la parole sur ces sujets. Ouais.
en remontrent un certain nombre de leurs clercs quand ils persistent à dire des bêtises. Et il faut effectivement, j'ai voulu essayer avec ce livre aussi de montrer que eh bien, le fait d'être catholique, d'être fidèle à sa foi et fidèle à son Église, eh bien, ne vous condamnez pas à être quelqu'un qui bat sa coulpe et la coulpe de sa civilisation à longueur de journée, et que ça n'était absolument pas contradictoire, bien au contraire, avec le fait d'être par ailleurs un citoyen qui a le souci de défendre son identité, sa culture et l'avenir de son peuple. Merci beaucoup, Laurent Dandrieux. Vous avez remarqué que j'ai mis en illustration Saint-Martin qui coupe son manteau pour l'étranger. Merci beaucoup, Laurent Dandrieux. Merci à vous. À très vite, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale, nous avons eu envie de recevoir Monsieur Eric Hintermann, qui se voue depuis 21 ans à sa belle association, l'Association nationale des turfistes. Et derrière ce mot, il y a bien sûr tout ce monde du cheval, qui est un beau monde dans lequel la France s'est illustrée. Qu'est-ce qui vous a amené, Monsieur Hintermann, à vous occuper des turfistes? Et peut-être il est bon de nous dire ce qu'est exactement un turfiste. Alors à l'origine, il y a ma maman. Oui. Parce que ma maman était passionnée d'élevage. Ah, c'est ça, voilà. Et comme je suis du lac Léman, il n'y a pas tellement d'espace au bord du lac, et le terrain est très cher, pour créer un élevage de chevaux. Alors il élevait des petits chiens, mais tous ces petits chiens avaient des noms de chevaux qui avaient gagné de grandes courses, Darby Depson, le prix de l'Arc de Triomphe. La providence est étonnante, oui. Voilà. Donc c'était par l'élevage que je me suis intéressé aux courses, et puis aux chevaux. Et puis, toujours ma maman m'a emmené voir les courses, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis très beau, parce que le spectacle des courses est magnifique. Oui. Le cheval est un animal somptueux. 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 Les casaques de jockeys sont magnifiques. Elles ont des couleurs fabuleuses. Le vert de la pelouse est un vert toujours somptueux. Et quand nous sommes sur un champ de course de classe, les toilettes sont aussi élégantes. En tout cas, les grands jours, les jours de Chantilly, les 14 juillet, les 15 août. Voilà. Et en plus, si vous voulez, quand on est jeune, on s'intéresse beaucoup au sport. C'est un sport de haut niveau, en plus, avec des jockeys qui sont de très grands sportifs, des athlètes. Et ce lien entre l'homme et l'animal est aussi quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a un attachement envers le cheval, de la part du propriétaire, de la part de l'entraîneur, de la part du jockey et de la part du lad. Il ne faut jamais oublier le lad. Le lad étant la personne attachée à la vie quotidienne du cheval. Et qui souvent loge au-dessus du cheval, qui est dans l'écurie en dessous. Donc, si vous voulez, c'est un monde qui est très intéressant. Et ce monde, il fonctionne par les turfistes. Parce qu'il est financé par les turfistes. Ce sont les jeux des turfistes qui permettent à tout de fonctionner. Et il est financé aussi par les propriétaires, bien entendu, qui ont le cheval, qui achètent le cheval, qui nourrissent le cheval, qui l'entretiennent. Et qui espèrent que le cheval va gagner. Va gagner. En général, le propriétaire ne rentre pas dans ses fonds. Non. C'est une passion. C'est une passion pour la course, c'est aussi une passion pour le cheval. Donc, on est là dans un monde passionnant et un monde de passionnés. Et passionnés. Voilà. Et alors, pour répondre à la seconde partie de votre question, pourquoi l'association des turfistes, c'est que je me suis dit, les propriétaires sont organisés, les jockeys sont organisés, les entraîneurs sont organisés. Le PMU est organisé, c'est un État dans l'État, une institution très puissante. Et puis il y a l'État et le turfiste
personne ne le défend. Il est là, tout seul. Bon, alors je me suis dit, il faut les regrouper. Dans mes études à Sciences Po, etc., en Amérique, j'ai étudié les groupes de pression. Et les groupes de pression, qu'on appelle les lobbies, mais en français, c'est les groupes de pression, ils jouent un rôle très important. Et donc, il faut que les turfistes soient organisés pour pouvoir se défendre. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Association nationale des turfistes, et avec une équipe qui est absolument remarquable. Depuis 21 ans, certains sont là depuis l'origine, d'autres sont venus après. On travaille dans un esprit formidable qui convient bien à ce monde. Et alors, quelles sont les actions réalisées par cette association depuis sa création? Eh bien, écoutez, on s'occupe de la régularité des courses. Vous voyez, les courses, il faut qu'elles soient régulières. Il ne faut pas qu'il y ait de tricherie. Donc, et de ceux qui courent sans vouloir gagner la course, pour faire le tour, pour en gagner une autre après, parce qu'on leur donnera un poids qui sera plus petit, vous voyez, des histoires comme celle-là, contre le dopage, etc. Donc, on veut que les courses, ce soit un sport régulier, où le turfiste qui fait son papier, comme on dit, qui va analyser une course pour choisir quel cheval, avec quel jockey, sur quelle distance, sur quel terrain, etc., il ait une chance raisonnable de gagner. Que s'il y a des tricheries, il ne peut pas gagner. S'il n'est pas au courant de tout, il ne peut pas gagner. Donc, on mène un combat pour la régularité des courses. On mène un combat contre le dopage des courses. On mène un combat pour le respect du cheval aussi. C'est important, la base de tout. Et donc, on a mené des combats, pour prendre un exemple précis, le déferrage. Dans les courses de trot, maintenant, ça vient de Scandinavie, on se met à déferrer certains chevaux parce qu'on pense qu'ils courent mieux au trot en étant déferrés. Ah oui. Bien. Mais si le turfiste ne sait pas qu'un cheval va être déferré, il va y avoir un délit d'initié, parce que le jockey, le driver, dans ce cas, l'entraîneur, l'entourage du cheval va le savoir. Oui. Donc on a mené un combat avec, il faut le dire, des journalistes typiques aussi. On a mené un combat pour que le déferrage soit annoncé à l'avance. Oui. Et donc pour les courses de trot, il est annoncé à l'avance qu'un cheval va être déferré des 4 pieds ou alors des antérieurs ou des postérieurs, ce qui fait que le turfiste a les éléments en main pour juger, pour bien choisir, faire son pari. Ça, c'est un combat. Après, il y a des combats qu'on a menés pour des questions de jeu sur le quintet, par exemple. Donc, le quintet, c'est la chance. J'espère que quelque chose n'est pas tombé. Tout est là. Oui, non, tout est là. Ça va. Le quintet, à une époque, personne ne le trouvait dans l'ordre, et ça faisait une tirelire qui se prolongeait. Donc le quintet, c'est le choix de 5 chevaux. Voilà. Oui. Alors, gagnant. Bien ou placé. Ou dans le désordre. Alors, l'ordre, c'est très difficile, donc ça rapporte beaucoup. Ou pas toujours, mais parfois ça rapporte. Le désordre, ça rapporte moins. Bon. Or, nous avons voulu que si personne n'a le quintet dans l'ordre, que ce soit donné à ceux qui l'ont trouvé dans le désordre, ce qui n'est déjà pas très facile pour trouver 5 chevaux sur 18 qui se courent ou 16. Et ça a été accepté, mais ça a été le type de combat qu'on a mené. C'est très intéressant. Donc on s'occupe de tout, y compris du respect du cheval, comme je vous l'ai dit, également du respect du jockey, parce que si, mettons, un terrain n'est pas apte pour qu'une course se déroule dans des conditions de sécurité satisfaisantes, eh bien, nous sommes les premiers à comprendre que la course soit annulée ou reportée. Vous voyez. Le turfiste, il fait partie de l'ensemble. Et je l'ai appelé Association nationale des turfistes, et pas des joueurs ou des parieurs, parce que justement, on s'intéresse à tout. À la condition du cheval, on s'intéresse à l'élevage, parce qu'il faut faire attention qu'on ne commence pas à donner des traitements abusifs aux chevaux dès la naissance.
on s'intéresse aux jockeys, on s'intéresse aux entraîneurs. On fait partie, si vous voulez, de la filière. Oui. Voilà, on fait partie de la filière, on est partie prenante, et donc on discute avec les uns, avec les autres, et on tâche de créer une harmonie tout en contestant quand il faut contester. Alors il y a deux bonnes nouvelles, deux bonnes nouvelles dans l'élevage français, pour l'élevage français ces dernières semaines, des courses qui ont été gagnées par des chevaux français. Oui. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui. Alors vous savez, il y a des courses importantes pour la sélection des mâles et des femelles de 3 ans. Oui. À 3 ans, on considère que le cheval est adulte et donc il peut donner le meilleur de lui-même. Vous êtes contre les courses de chevaux de 2 ans? Moi, je suis contre les chevaux. Vous pensez que le cheval n'est pas adulte? Voilà. Écoutez, à 2 ans, le cheval, il est peut-être adolescent, mais il n'est pas encore adulte. Bien sûr. Bon. Et donc, le faire courir, et courir, c'est quand même une épreuve. Le cheval, il perd beaucoup de poids pendant une course. Bien sûr. Il faut être à côté d'un cheval à l'arrivée pour se voir que sa sueur, le cœur qui bat, le sang qui passe dans les veines, les veines boursouflées. Absolument. Or, si vous voulez, c'est malheureusement aux États-Unis qu'on a, pour des soucis de rentabilité, on a beaucoup développé les courses de 2 ans. Et il faut dire qu'aux États-Unis, on met l'accent beaucoup sur la vitesse et pas tellement sur la durée de vie du cheval. La tradition française, elle est différente. En France, on veut que le cheval, il dure. Et le turfiste, il aime aussi que le cheval dure parce que ça lui permet de mieux connaître, de faire son jeu en sachant qu'à 3 ans, qu'à 4 ans ou à 5 ans, il a couru comme ci ou comme ça. Donc, si vous voulez, l'intérêt du cheval et l'intérêt du turfiste se rejoignent absolument. Oui. Et en plus, c'est une tradition française. Donc, nous, on souhaite, il y a beaucoup de mélange avec le sang américain, mais évidemment, on souhaite que les chevaux durent pour le bien du cheval et puis pour le bien des turfistes. Bien sûr. Et gardons les traditions françaises absolument autant que possible. C'est le lieu pour le dire, monsieur. Alors, vous disiez deux victoires pour les chevaux français à Chantilly. Voilà, alors c'est les courses des chevaux de 3 ans. Et alors, en Angleterre, c'est le Derby d'Epsom. Oui. Voilà. Et le Derby d'Epsom, c'est la course phare reine dans le monde. Et donc, c'est un cheval de l'élevage français qui a gagné la course. Quel élevage? Je sais plus un élevage normand. Mais un élevage, oui, sûrement, parce qu'ils viennent tous pratiquement de Normandie. Et puis, le prix du Jockey Club a été gagné par un cheval d'origine française également, un élevage français, avec un entraîneur qui est très célèbre, qui s'appelle Jean-Claude Rouget, qui entraîne ses chevaux en province, vers Pau, et qui, en plus, est toujours ouvert à expliquer aux turfistes, à parler aux journaux, etc., ce qui n'est pas le cas de tous. Vous voyez. Donc, il est très apprécié, et quand il gagne, les turfistes sont très contents. Et très bientôt, les 2 grandes courses de femelles. Et après, vous avez l'équivalent des courses de femelles. En Angleterre, ça s'appelle les Oaks. Et en France, c'est le prix de Diane, qui, comme le prix du Jockey Club pour les mâles, se court à Chantilly. Alors, Chantilly, pour moi, c'est peut-être... Je ne connais pas tous les hippodromes du monde, mais pour moi, c'est le plus beau. C'est sûr, vous avez le château, les écuries du roi, la forêt... Et ce champ de course superbe qui se termine par une montée et qui donc est sélectif, vous voyez, pour les chevaux. C'est magnifique à voir. Et alors, quand il y a le prix de Diane, en plus, les dames s'habillent avec des toilettes et des chapeaux parfois extraordinaires. Donc, ça vaut le coup d'aller voir les courses. Ça vaut le coup d'aller passer un dimanche, c'est sûr. Et puis, les dames, choisissez-vous un joli chapeau. Et puis, vous n'aurez sûrement aucun mal à convaincre votre mari qui sera content, lui, d'aller aux courses avec vous. Alors, ça, c'était la partie glorieuse. Il y a quelques soucis actuellement dans cette filière et avec le PMU. Lesquels, monsieur ?
Ah oui, parce qu'évidemment, c'est un monde qui est très concurrentiel. Oui. Hein. Donc il faut toujours que la France se défende le mieux possible, que les allocations qui sont données aux chevaux soient assez importantes. Et donc il faut qu'il y ait des courses de qualité, donc des chevaux de qualité, pour que les turfistes y jouent. Oui. Or, des problèmes, il y en a tout le temps. Mais il y a un problème récent qui est la concurrence avec des jeux sur Internet qui détournent. Alors voilà, même si vous voulez, le PMU, il fait pas seulement les chevaux maintenant, il fait aussi les jeux sportifs. Oui. Donc il y a on a ouvert finalement ce domaine des jeux à d'autres activités que... Absolument. Et donc il faut défendre les courses, et il faut défendre mieux qu'on ne le fait. Par exemple, la publicité pour les courses, il faut la faire autour du cheval. Bien sûr. Vous voyez ? Ensuite, il faut montrer l'aspect sportif pour les jeunes, l'aspect sportif de la course, avec tel jockey qui est une vedette, qui est en ce moment dans les courses de plat. Il y a un match extraordinaire en 2 crack jockeys. Un qui s'appelle Christophe Soumillon, un Belge, qui est un garçon en plus intelligent, très, très doué, et puis un autre qui s'appelle Pierre-Charles Boudot, qui est un Auvergnat, qui est tout aussi doué, et les deux sont à la lutte pour obtenir la cravache d'or, parce qu'à la fin de l'année, on donne une cravache d'or à celui qui a gagné le plus. Alors oui, ça c'est un aspect purement sportif qui est passionnant, et maintenant ils vont courir parfois sur des petits hippodromes pour être sûr d'avoir 1 ou 2 courses d'avance sur l'autre. Oui. Donc c'est intéressant tout ça, c'est passionnant. Oui. Alors, bien sûr, il y a des problèmes avec le PMU qui doit parfois changer les courses comme le quintet. Par exemple, on a le quintet, pour vous résumer. Le quintet, c'est donc les 5 premiers dans l'ordre, et autrement, c'est 5 dans le désordre, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais après, on paye comment? On va donner un rapport pour ceux qui ont joué dans l'ordre, un rapport pour ceux qui ont trouvé dans l'ordre, un rapport pour ceux qui l'ont trouvé dans le désordre. Il y aura des bonus. Si vous avez les 4 premiers, vous avez un petit quelque chose. Si vous en avez 4 sur 5, vous avez un petit quelque chose. Et puis si vous n'en avez que 3, vous avez aussi un petit quelque chose. Mais le problème, c'est que ces bonus, au total, ça mange 66% de ce qui est distribué aux parieurs. Donc, il reste plus tellement pour ceux qui ont l'ordre et plus assez pour ceux qui ont le désordre. Ça ne rapporte plus assez. Et donc, le quintet, qui est le jeu phare, qui tourne autour de 20% de tous les jeux, eh bien, maintenant, il est en dessous de 20% parce que c'est difficile de trouver mais c'est passionnant, mais c'est difficile de trouver les 5, même dans le désordre. Bien sûr, ouais. Donc, si ça ne rapporte pas assez, ben, les gens ils vont se mettre à jouer autre chose, ou peut-être plus jouer du tout. Vous voyez. Donc, nous, on va... Moi, ce quoi je voudrais insister, c'est que il est quand même triste, enfin, j'avoue que je suis toujours effarée de voir des gens avec assez peu de moyens gratter des petites cartes dans le bureau de tabac en dépensant des sommes absolument astronomiques qui ne font vivre personne, puisque la petite carte que l'on gratte ne fait vivre personne. Elle remplit les caisses de l'État, mais c'est pas... Alors que le jeu du turfiste, lui, fait vivre des centaines de gens et des milliers de gens. Des milliers de gens. Et contribue
au paysage français, contribue à la race équine française. Oui, oui. Enfin, c'est une responsabilité Bien sûr, et c'est bien sûr. un équilibre absolument inouï. Il contribue beaucoup à la Normandie. Et à la Parce Normandie, que- qui ne serait pas. Mais pas seulement. On avait seulement, un non. élevage qui était à Annemasse, à côté du lac, Oui, lac oui. Léman. Mais enfin, Oui, à Marseille, hier, il y a des terrains oui, de. oui, il y a bien sûr. des champs de course magnifiques Bien aussi. sûr, bien sûr. Et en Normandie, c'est les courses, le cheval oui, est très important. Et il faut dire aussi que le retour aux parieurs est plus important pour le jeu hippique que pour les jeux à numéros. Il est dans les 75%, Ah oui. alors autrement il est de 50%. Ah oui, c'est une très bonne incitation. Voilà. Ne grattez pas, ça ne vous rapportera pas autant que. Non. que Et des puis idées. c'est intéressant à faire, vous voyez, puis c'est Oui, non, beau non, à voir. C'est une histoire d'homme, Voilà, alors que le grattage, c'est Voilà. vraiment Et autre puis il y a chose. une chaîne où on voit toutes les courses qui s'appelle Equidia. Oui. On voit toutes les courses. Malheureusement, elle ne donne pas la parole aux turfistes. Ça, c'est C'est un des prochains buts de l'association. Absolument. Il faut qu'il y ait un espace sur la chaîne des courses, un espace critique, un espace Oui, ce où on serait- peut, mais Bien ça sûr. n'existe pas, tout est bien, tout est parfait, tout n'est pas parfait, etc. Donc il faut que les turfistes puissent s'exprimer. Bien sûr. D'autant plus Oui, que oui. le turfiste, je peux vous dire, il connaît les chevaux, Bien il sûr. connaît souvent les origines, pas tous, moi pas, mais il y en a qui oui, sont oui. extraordinaires. Et le turfiste, il voit tout, il connaît tout. Donc il faut l'écouter. Et malheureusement, sur la chaîne des courses, qui fait des images magnifiques, Oui, c'est oui, oui. superbe à voir. Oui, et puis il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand vous êtes sur un champ de course, vous avez, bien qu'avec des jumelles, vous êtes quand même très loin. Quand c'est des courses longues, vous êtes loin. Alors qu'à la télévision, c'est fabuleux parce que vous suivez toute la course. Oui, Vous suivez les 4-5 chevaux en tête, sûr, toute bien la sûr. course. Et c'est encore plus, ça sûr. donne encore plus d'adrénaline. Bien sûr, ça donne plus d'adrénaline. Alors que quand on est sur le champ de course, c'est une autre excitation, mais le son monte dans la tribune au fur et à mesure que le poteau d'arrivée est proche. Alors de plus en plus, c'est des gens qui sont chez eux et qui regardent la chaîne qui s'appelle Equidia, Oui. et puis qui ont l'ordinateur à côté, Ah, c'est ça, et oui. donc ils font leur pari depuis chez eux. Ah oui, Parce ah que oui. maintenant, vous On pouvez peut faire parier ça, oui, oui. sur les courses, pas seulement le quintet, mais le gagnant, placé, le couplet, les Ah deux, oui, il faut avoir oui. les Ah deux, oui, oui. le trio, il faut avoir les Ah oui. trois, etc. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Oui, Et donc, il y en a beaucoup qui restent chez eux comme ça. C'est bien aussi parce que l'accès aux hippodromes est un problème dont on s'occupe aussi parce qu'il n'est pas satisfaisant. Ah oui. Il n'est absolument pas satisfaisant. Alors, il y a les gens qui sont contents, ils jouent chez eux, c'est très bien, dans le confort de leur salon et tout, c'est bien. Mais il faut aussi pouvoir Aller. se rendre, aller Il faut voir, aller, parce parce que c'est une qu'il fête. crée une ambiance, si vous C'est voulez. une fête, oui. Or, rien n'est fait, sauf à Vincennes, parce qu'à Vincennes, le trot est en relation avec l'Association nationale des turfistes. Il y a des cars, que vous allez à tel endroit, Joinville-le-Pont, vous prenez, il y a des cars qui vous emmènent aux courses, qui vous ramènent après pour prendre le RER. Là, ça marche. Mais c'est peut-être pas parfait, mais ça marche. Ailleurs, rien. Oui, Je prends même en province, je prends Cagnes-sur-Mer. Magnifique hippodrome sur les bords de la Méditerranée. Superbe. Voilà. Pour y aller, si vous n'avez pas de voiture et si vous êtes un touriste britannique, les Britanniques adorent les courses, l'hiver ils viennent à Monaco, ils sont à Cannes, ils sont à Nice. Pas moi, prendre un taxi, ça coûte très cher, surtout là-bas. Surtout là-bas. Donc on hésite, des bus. Bon. Depuis Nice, il y en a 2, 1 par heure, qui ne prennent pas plus de 12 personnes parce qu'il y a très peu de monde. Et puis après, quand vous arrivez à l'entrée de l'hippodrome, vous pouvez encore marcher pendant au moins une demi-heure sur un trottoir qui est souvent encombré de voitures pour arriver jusqu'aux courses. Donc, il y a là tout un public
qui n'y va pas, qui n'est pas. On ne fait rien pour les chercher. On pourrait très bien imaginer un service de car à la demande, l'hôtel Majestic, ah ben nous on a, etc. On a quelqu'un, l'hôtel à Monaco, nous on a, etc. Ça pourrait très bien marcher. Même les gens de Cagnes-sur-Mer ont du mal à y aller. Parce qu'il faut déjà prendre un bus pour arriver à l'hippodrome, qui est sur le bord de mer, et après, il faut toujours marcher une demi-heure pour y aller. Un jour, j'ai vu des handicapés, les pauvres, des handicapés qui venaient aux courses. Ils ont mis plus d'1 heure, les pauvres, en boitant et tout, pour y arriver. Le problème, c'est que ces champs de course sont quelquefois très anciens et ils datent de périodes où il n'y avait pas cette accumulation de voitures. Donc oui, puis avant, il y avait des cars. Par exemple, à Paris, vous aviez des cars qui passaient. Si vous étiez, mettons, à Clichy, il y avait un car qui passait, il y avait quelqu'un qui était debout sur la porte d'entrée du car. Longchamp, pour Longchamp, etc. Ça n'existe plus. Et avant, ça était maintenant pour aller à Longchamp, même pour aller à Longchamp, c'est un problème. Longchamp, c'est quand même au milieu de la forêt. Oui, sauf pour le jour de l'Arc de Triomphe, comme ça, il y a ce qu'il faut. À Chantilly, pour le prix du Jockey Club, le prix de Diane, il y a ce qu'il faut. Mais autrement, là aussi, vous devez marcher. Souvent, c'est dommage parce qu'il faut qu'il y ait un public sur les hippodromes. Les courses se passe souvent devant des tribunes vides. C'est un beau spectacle. Il y a plein de gens qui voudraient y aller, mais les sociétés ne font pas ce qu'il faut pour que les gens puissent se rendre aux courses. Monsieur Eric Interman, je vous remercie beaucoup parce que vous avez su nous transmettre cette passion des courses et cette admiration que vous avez pour ce monde. Et je vois que l'Association nationale des turfistes que vous dirigez a encore du pain sur la planche. Oui, beaucoup, oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre invitation. Chers amis de TV Liberté, à la semaine prochaine.